Bah donc comme ça on attend que des gens meurent, c'est ça le plan? C'est quoi? Je comprends pas du tout pourquoi. Tomber dans ce vortex des polluants éternels et se dire mais c'est quoi ce délire? Et donc une fois qu'on est dedans, en fait on devient inarrêtable parce que c'est vraiment un enjeu de santé publique immense. Camille Etienne et les écologistes ont gagné une première bataille. L'usage des PFAS, ces polluants éternels, a été limité par les députés, malgré la contre-attaque d'industriels qui utilisent ces substances chimiques présentes partout. Par exemple, si on met du mascara waterproof, c'est grave, mais par contre dans la poêle, là c'est plus grave. Ce qui semble complètement illogique, qu'on découvre en creusant un petit peu plus loin, c'est qu'ils ont toujours 5 coups d'avance sur nous, les citoyens, sur les scientifiques, sur les pouvoirs publics. Ils ont essayé de maquiller ça en disant que c'était un combat écologie vs social. Plusieurs études scientifiques prouvent la dangerosité de certains PFAS sur notre santé, mais les industriels disent utiliser de nouveaux PFAS moins dangereux. Les écologistes, eux, voudraient interdire complètement l'usage de ces polluants éternels, ce qui est loin d'être le cas. Les menaces, elles sont réelles, mais c'est pas du tout moi plus que d'autres. En fait, faut quand même se dire que c'est du David contre Goliath, quoi, à un niveau stratosphérique. Quand je reçois des menaces assez intenses, par exemple cette nuit, je décide de ne pas me rendre sur place sur le terrain au moment où je voulais aller ou pas. Donc ça marche. Tout ce que je fais s'appuie, et c'est là notre force, sur le consensus scientifique. Ouais. On fact-check un nombre de fois, vous n'imaginez pas. Là encore hier, jusqu'à 4h du matin, avec des chimistes très haut placés qui m'expliquent les choses parce que je veux vraiment être sûre d'être impeccable. Camille Etienne est venue nous raconter comment elle lutte contre les polluants éternels. Parce qu'on a de notre côté quelque chose qui est inarrêtable, je trouve. Pour moi, c'est ce qui est le sens de l'histoire. En fait, de notre côté, nous, tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous qu'on fait les combats. On est payé par personne de secret, on n'a pas d'intérêt privé autre que l'intérêt commun. Salut Camille, comment vas-tu ? C'est intense, mais ça va, je serai mieux après le vote, j'avoue. C'est ce que je disais un petit peu avant qu'on t'accueille à ceux qui nous lisent dans le chat. Je disais qu'en effet, c'était un petit peu la course pour toi aujourd'hui, oui. Puisque donc demain, on en a déjà un petit peu parlé, il y a une proposition de loi qui arrive qui vise à interdire l'usage non essentiel des PFAS, ces polluants éternels, et que donc là aujourd'hui, comme ces derniers jours, et ça entoure aussi la sortie de ton documentaire qui a été réalisé avec Solal Moisan, il y a beaucoup de plateaux télé pour essayer de parler de ce sujet, c'est ça ? Pas que, en fait, le documentaire, nous, c'est vraiment un outil. On l'a fait avec vraiment les moyens du bord, sans argent, c'était autofinancé, sans plateforme, juste parce qu'on voulait que ce soit un outil. En fait, on s'est dit, quand on a commencé à creuser au début, on s'est dit, on va en faire une vidéo, quoi. Et on a réalisé que c'était un scandale de santé publique énorme, qui était traité par quelques journalistes d'investigation, qui était beaucoup plus traité aux États-Unis, mais qu'en France, quelque part, la mayonnaise n'avait pas vraiment pris, si je puis dire, et que donc, il fallait alerter les gens, et plus on avançait, plus on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose de plus grand, événementialiser aussi la sortie pour rassembler au moins 3 fois 500 personnes dans une salle de cinéma, et dire, on va avoir besoin de vous pour faire voter une loi. Donc voilà. Et là, maintenant, ce qui se passe après, c'est tout le lobbying politique qui est très intense, parce qu'en face de nous, on a une montée en puissance du lobby politique des poêles à frire, voilà, donc de l'entreprise SEB qui détient le groupe Tefal, qui appelle les mêmes députés que moi, qui a un peu plus de poids à Bercy, on va dire. Et c'est assez impressionnant de le voir, d'en être témoin. Tu t'y attendais à cette contre-attaque de... Pas à ce niveau-là, non, pas à ce niveau-là. On se doutait, quand on a commencé à voir naître en commission, c'est le moment avant que la loi soit votée, où il y a différents groupes politiques qui sont représentés et qui doivent un peu donner quelles sont leurs directions. En fait, là, c'est passé, et donc on s'est dit, mais waouh, incroyable, on va avoir un sujet en fait, de santé publique sur lesquels les politiques vont se mettre d'accord. Et puis on a un petit peu déchanté quand on a commencé à avoir les amendements de la majorité, qui disaient, on est d'accord, c'est très dangereux ça, c'est très dangereux quand vous en mettez dans les cosmétiques. Donc par exemple, si on met du mascara waterproof, c'est grave, mais par contre dans la poêle, là c'est plus grave, qui semble complètement illogique, et on voyait ce qu'on appelle des amendements de suppression. Donc c'est un peu ça qui nous fait peur. J'ai commencé à comprendre l'ampleur de ça rapidement, et ça a pris des proportions assez grandes. C'est quoi le problème avec ces PFAS finalement, concrètement ? Bien sûr, alors concrètement, petit cours de chimie rapide. En fait, c'est une famille de molécules. C'est une famille de molécules qui fait... on peut voir ça comme un collier de perles, en fait. Il y a forcément une perle, pour que ce soit un polluant éternel, forcément une perle de fluor et une perle de carbone. C'est ce qui rend cette fameuse famille des polluants éternels persistants. Donc, ils ont la capacité à être indestructibles. Et parce qu'ils sont indestructibles, ils restent pour toujours. Dans les sols, dans l'air, dans l'eau. C'est pour ça qu'on les appelle éternels. Voilà. Et c'est une invention de l'homme. En fait, c'est une molécule qui a été inventée par l'homme. On la retrouve pas à l'état naturel. C'est une des seules de l'histoire de la chimie, en fait, qui a cette capacité à être indestructible. Donc ça a été utilisé d'abord, ça a été inventé par hasard, en fait, aux États-Unis, utilisé la première fois dans la bombe atomique projet Manhattan, et ensuite en revêtement des chars de l'armée américaine. Et une fois la guerre est finie, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça. Ça a été utilisé d'abord dans les fameuses poêles à frire, donc le fameux PTFE,
téflon, le revêtement des poêles à frire, et ensuite absolument partout autour de nous. Donc c'est pas du tout seulement dans les poêles, c'est sûrement dans ce pull, sûrement dans les verres de... Je sais pour les lentilles de contact, je sais pas pour les verres de lunettes. Voilà, on a mis beaucoup de temps à avoir toutes les données, à essayer de faire une liste précise des endroits où c'est utilisé. Mais il faut vous dire qu'en fait, le consommateur tout seul ne peut pas éviter les polluants éternels. Il y en a même dans l'eau qu'on boit. Une dernière chose qui est sortie là ce matin, c'est 22 villes qui ont été testées. Dans ces 22 villes testées, 16, c'est le robinet, ils ont pris juste de l'eau du robinet dans 22 maisons, quoi. Et ils se sont rendus compte que 16 d'entre elles étaient contaminées aux polluants éternels, soit 73% de l'eau testée. D'ailleurs, tu dis qu'on y est toutes et tous confrontés. Tu dis qu'il y en a peut-être dans ton pull. Ce qui est intéressant aussi dans le documentaire, c'est que tu racontes aussi que tu as fait toi-même l'expérience pour voir si tu étais contaminé au PFAS. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience et son résultat, du coup ? En fait, on a fait on a fait tester nos cheveux justement avec l'équipe du député. Et puis moi, je lui ai aidé à essayer de trouver des amis qui étaient dans des milieux complètement différents, des sportifs de haut niveau, des actrices, des humoristes, pour se dire, en fait, est-ce que selon des modes de vie très différents, des niveaux de vie très différents aussi, est-ce qu'on est tous contaminés ou est-ce que c'est juste des gens qui vivent près d'une usine, comme on est allé les voir à Rumilly ou comme on allait voir à Pierre-Bénite, comme il y a à Rumilly, comme il y a dans le Val d'Oise, ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment qui sont plus exposées parce qu'elles sont plus proches de sites sont juste qui à côté, utilisent et qui produisent des PFAS. Exactement. Et en fait, on s'est dit, est-ce que ça concerne vraiment toute la population ? Et en faisant tester, on en a testé que 1 millième, c'est-à-dire 12 sur les 14 000. Et même en testant que cela, on a 94% de contamination. Moi, j'ai un PFAS qu'on a testé dans le sang. Et c'est un peu bizarre de le voir parce qu'on essaie de le prendre avec légèreté, mais en fait, on se dit, ok, c'est absolument partout. Et quand on lit ensuite les études scientifiques et qu'on voit que c'est classé cancérigène certain par le Centre international de recherche sur le cancer pour une des molécules, qu'il y a des problèmes sur la reproduction, tout ça, et que c'est bioaccumulable. Donc une dernière à bien comprendre, c'est que quand on en a, on peut pas le perdre, on peut pas l'enlever en fait. Ça met très 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 longtemps, le corps n'arrive pas à vraiment s'en débarrasser. Donc dès qu'on en a, c'est juste, notre petite fiole se augmente au fur et à mesure. Et donc, est-ce que ça veut quand même dire que certains sont plus exposés que d'autres ? Est-ce que donc par exemple les habitants de villages qui habitent près d'une usine qui utilisent des PFAS pour produire leurs matériaux, c'est le cas d'une usine comme Arkema par exemple, qui produit des matériaux spéciaux, est-ce que les habitants qui habitent près de ces usines-là sont potentiellement plus contaminés que nous qui en sommes plus loin ? Alors oui et non, parce que les premiers contaminés, c'est bien sûr les ouvriers. Il y a eu des tests qui ont été faits, on a été en contact, on a inspecté de manière totalement anonyme avec des employés de ces sites-là, notamment d'Arkema, et ils ont des taux qui sont jusqu'à 400 fois supérieurs à la norme européenne qui dit à partir de 1, en fait de 1 nanogramme par litre, ça commence à être vraiment dangereux pour la santé. Et là, ils ont 400 nanogrammes, donc c'est absolument énorme. Cette personne qui a été testée là, à 400, elle est déjà à son 3e cancer. Donc les employés sont évidemment en première ligne. La population autour aussi, il y en a qui ont fait des prises de sang, ils ont des taux très très élevés. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est aussi beaucoup utilisé dans les mousses anti-incendie. Ouais. Et donc, dans les endroits, par exemple dans les Landes où il y a eu des gros feux, on se rend compte que la population est très exposée. Donc voilà, on ne peut pas juste déménager, ne plus être contaminé aux polluants éternels. Il y a d'ailleurs une carte qui s'appelle Forever Pollution Project. On peut zoomer et on peut voir les hotspots. En France, on est pas mal quand même. Ok, je vous mettrai un lien tout à l'heure dans le chat pour que vous puissiez aller voir cette carte-là. Clément Legrand qui nous dit qu'on n'a pas répondu à sa question sur les surfaces adhésives des poêles en inox. Ah oui, en inox, c'est quand même qu'elles sont... Bien sûr. Alors, je suis respo poil maintenant. C'est assez absurde si on m'avait dit. Expertise poil. En fait, en inox, il n'y a pas de revêtement anti-adhésif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le téflon. On se dit, c'est pratique. Comme ça, on a moins besoin de mettre de matière grasse. Et donc, ça accroche moins. En réalité, c'est le revêtement, ce qu'on appelle le PTFE. Donc, c'est le petit nom du téflon, qui, pour le synthétiser, pour faire du PTFE, en gros, il faut faire ça comme une mayonnaise qui prend. Pour faire prendre la mayonnaise du PTFE, on a besoin de polluants éternels. Voilà, donc il n'y en a pas dans l'inox parce qu'il n'y a pas ce fameux revêtement en PTFE. Pour en revenir à ces polluants éternels, on disait donc que certains sont encore plus exposés que d'autres pour celles et ceux qui habitent près des usines qui utilisent ces polluants éternels, ces PFAS. Quels sont les dangers, les maladies que l'on peut avoir concrètement, nous, du coup, en tant qu'être humain, quand on est exposé ou trop exposé à ces PFAS ? Il y a des liens extrêmement clairs sur les cancers, notamment des testicules, aussi de la thyroïde. Il y a des effets qui font qu'on est moins, on a une moins bonne réponse aux vaccins, notamment chez les enfants. C'est d'ailleurs l'effet qu'on voit à la plus faible dose de contamination. Donc en fait, les vaccins fonctionnent moins bien. La défense immunitaire aussi s'affaiblit
affaibli, donc notre corps est plus vulnérable face à d'autres maladies, et c'est ce qu'on appelle reprotoxique. Donc reprotoxique, c'est-à-dire que ça va accélérer le vieillissement, par exemple, ovarien, et donc concrètement, on risque d'avoir des ménopauses précoces ou aussi des pubertés précoces. Il y en a qui me racontaient près d'une usine, justement près d'Arkema, quand on allait le voir, une petite qui avait eu sa puberté extrêmement tôt et qui avait pas mal de cas comme ça dans l'école à côté de l'usine. Donc ça empêche d'avoir des enfants, ce qui est quand même un peu dommage, ce que je dis, pour le réarmement démographique qui nous est demandé par notre cher président. Et d'ailleurs, dans le documentaire, vous allez aussi voir, alors je ne sais plus son prénom, mais d'une habitante, je ne sais plus à quel endroit, mais qui parle d'hypercholestérol. Oui, Edith. Ouais. Absolument, sur le cholestérol, pardon. Alors malheureusement, la liste est longue, donc je ne peux pas dire toutes les maladies, mais il y a aussi bien sûr les troubles cardiovasculaires. Il y a beaucoup de... Et en fait, une chose à résumer qui est assez claire à comprendre, c'est que ça a été estimé le coût par un conseil de ministres nordiques. Ça a été estimé le coût pour les pays européens, pour le système de santé européen, soigner toutes les maladies liées au PFAS, entre 50 000 et 80 000 milliards. 50 et 80 milliards, c'est ça que je voulais dire, d'euros par an. Donc c'est complètement énorme si on réfléchit. Donc en fait, ça nous coûte, à nous, la société, donc à nous aussi aux contribuables, quand on paye nos impôts, de payer les maladies qui sont liées au PFAS. Ce qui peut aussi être une forme de réponse, on y reviendra, mais quand on pense à la contre-attaque du groupe SEB, ils évoquent, eux, les emplois qui seraient supprimés si la proposition de loi est votée, et si donc demain les PFAS non essentiels ne sont plus utilisés. Et donc c'est aussi une réponse, c'est qu'aujourd'hui, cette exposition à ces produits-là nous coûte énormément à la société. Alors elle coûte à la société, puis surtout elle met des gens en danger. Ça me semble être un argument suffisant. En réalité, mais entre 3000 emplois qui sont en réalité pas vraiment menacés, c'est du chantage à l'emploi. On a fait un grand entretien avec Sophie Binet de la CGT qui dit bien que personne n'est dupe sur le sujet. On a leaké des mails internes qui nous ont été donnés par des employés justement de l'entreprise Stéphal qui montrent bien les pressions qui ont été reçues par les employés ou les directeurs de SEB. On a des mails envoyés par le groupe SEB eux-mêmes, donc ça a été très sourcé, qui montre la pression qui a été mise sur les salariés en disant en fait, si vous ne venez pas, on a affrété des bus, on vous paye votre journée, si vous ne venez pas, vous allez perdre votre emploi. Donc c'est ce qu'on appelle du chantage à l'emploi. Et ça, c'est vraiment très très grave parce que c'est le vrai coupable. Ce qui fait perdre des emplois, c'est une industrie qui décide, alors qu'il y a un scandale de santé publique, qui décide de dire « Ah, moi, ma priorité, ça va être de continuer à produire des PFAS ». C'est ça qui fait réellement perdre des emplois. Et en plus, qui crée des cancers et tout un tas de maladies dans la population française. Pour en revenir un petit peu au début, et toi, à ton rapport aussi avec cette problématique-là, comment est-ce que tu en as pris conscience, connaissance, et comment tu t'es dit que tu devais te saisir de ce sujet-là et du coup en parler à l'opinion publique, dans la société, et du coup aussi à essayer d'influencer le pouvoir politique? En tant qu'activiste, je me pose toujours la question de, à la fois, et c'est ce que je préfère en fait, essayer d'influencer avec plein d'autres, plein d'ONG, plein de scientifiques, plein d'activistes, d'influencer sur l'agenda médiatique et l'agenda politique. C'est toujours plus puissant, je trouve, quand on arrive à imposer des sujets. Mais parfois, il faut aussi regarder quelle va être un petit peu l'actualité législative. Quelles sont les lois qui vont être votées pour pouvoir donner notre avis et essayer d'obtenir des victoires concrètes dans le vote. Donc là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais l'équipe de Nicolas Thierry, avec lesquels on avait déjà travaillé sur les fonds marins. Qui est le député écologiste à l'initiative de cette proposition de loi. Exactement. Et ça faisait quelques mois qu'ils essayaient de rentrer en contact, de me dire « Camille, regarde ça quand même, ce sujet ». Ça faisait partie des 1000 choses. Moi, j'étais sur mes fonds marins en Norvège, sur des bateaux. Et on me disait regarde Darkwaters quand même, regarde Darkwaters. Et j'ai regardé Darkwaters. On a parlé tout à l'heure avec Marc Ruffalo qui parle. Exactement, c'est un film américain qui est sur la question des polluants éternels. C'est une histoire vraie, c'est basé sur l'histoire d'un avocat américain qui a levé vraiment le scandale au niveau public. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait? En boire? C'est comme de demander et si j'avale un pneu, c'est grave? Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Et c'est sur cette première entretien avec cette fameux avocat où là je me suis dit mais c'est hallucinant. Donc là j'ai pris mon téléphone, j'ai dit mais il faut faire quelque chose. Ils m'ont dit en fait dans 1 mois et demi, il y a une loi qui peut être votée. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que s'est déclenchée la course contre la montre. Tu connaissais, toi, un petit peu ce sujet au départ des PFAS? Pas du tout. C'est un vocabulaire même un peu compliqué, un peu technique. Ah oui, encore PFAS, c'est la version sympa. Quand on le dit en entier, j'ai passé de nombreux d'heures à essayer de me dire PFH, XA, PFT, RDA, PFT. Donc, essayer de me dire, attends, encore hier, jusqu'à vraiment 2h du matin, c'est très cliché, mais... On le voit d'ailleurs dans le documentaire, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous voit un peu même galérer à comprendre les termes techniques. Ah, mais on passe des heures, mais là, même encore hier, jusqu'à
pas... les industriels jouent là-dessus. En fait, il faut comprendre ça, c'est que la complexité aussi des sujets permet de mettre à distance les citoyens pour être sûr qu'on ne se saisisse pas de l'enjeu. Camille, concernant Darkwater, on voit dans le film un personnage qui semble se sentir menacé. Et donc sa question, c'est est-ce que toi, tu t'es déjà senti personnellement menacé en lien avec tes combats ? Est-ce que ça t'est arrivé aussi peut-être sur ce combat-là face au PFAS ? Oui, justement, le reconnaître, j'essaie de voir... C'est de manière assez inquiétante, pour être très honnête, sur ce combat particulièrement. Je pensais pas à ce point-là. Mais ça ressemble à quoi, par exemple ? Mais j'attends de voir ce que je peux dire ou pas, parce que j'ai peur de représailles. En fait, il faut quand même se dire que c'est du David contre Goliath, quoi, à un niveau stratosphérique, évidemment. Mais parce qu'on est contre des multinationales, on est contre une industrie donc qui a son armada d'avocats, qui ont de l'argent pour payer des communicants, pour avoir des cellules de gestion de crise en communication, qui ont leurs entrées avec les ministères de l'industrie, avec Bercy, ce qui est normal en fait, c'est une industrie, donc c'est normal qu'elle ait des moyens et c'est normal qu'il y ait des dialogues avec ce gouvernement qui gère les industries, je le comprends tout à fait. Parce que moi, très honnêtement, quand je vois ça, en fait, je vois aussi que toi, par exemple, tu prends beaucoup d'espace médiatique, on te voit souvent, tu es aussi très suivi sur les réseaux sociaux, tu as une parole qui est très populaire, qui est très relayée. Comment est-ce que ces industries-là, elles arrivent à contre-attaquer justement la parole de personnalités publiques comme toi, qui semblent réussir à influencer quand même le débat public ? On essaie, grâce à plein de gens, en fait, tout ce que je fais s'appuie, et c'est là notre force, sur le consensus scientifique. Ouais. On fact-check un nombre de fois, vous n'imaginez pas, là encore hier jusqu'à 4h du matin, avec des chimistes très haut placés qui m'expliquent les choses parce que je veux vraiment être sûre d'être impeccable. Et cette exigence, elle m'oblige, vraiment, je suis obligée, de par justement cette fragilité-là, ils attendent le moment où je vais relier quelque chose un peu vite, pas être sérieuse. Donc je suis vraiment extrêmement rigoureuse sur le sujet et je travaille donc avec plein de gens qui sont vraiment des spécialistes sur cette question-là. Ça c'est l'avantage de notre côté. Après, les menaces, elles sont réelles, mais c'est pas du tout moi plus que d'autres. En fait, quand on regarde l'histoire aussi des algues vertes en Bretagne, quand on regarde, c'est ce qui s'est passé et Bilotte nous avait prévenu qu'il allait avoir une contre-attaque assez violente potentiellement, mais après voilà, écoute, on essaie de se dire qu'il y aura toujours le droit et potentiellement des avocats qui seront là pour nous défendre si des choses se passent. Et sur les menaces physiques, je fais des choix. Quand je reçois des menaces assez intenses, par exemple cette nuit, je décide de ne pas me rendre sur place sur le terrain au moment où je voulais aller ou pas. Donc ça marche, ils arrivent à nous dissuader. Ah oui, il y a quand même des pressions qui du coup font bien peur. Je voulais aller devant l'Assemblée nationale là cet après-midi. On avait demandé l'autorisation à la préfecture pour avoir accès à cet espace-là. Ils nous ont finalement donné une place qui était à 20 minutes à pied de l'Assemblée, donc c'était un peu moins intéressant. À la place, il y a une manifestation de l'entreprise SEB. Et moi, je voulais aller rencontrer ces employés, en fait, en leur disant, mais écoutez, nous, on est du côté aussi, bien sûr, de l'emploi. Simplement, on ne demande pas à une industrie qu'elle disparaisse. On rappelle que Tefal produit déjà des poêles. Produit des poêles sans PFAS. Ils produisent des poêles en inox, ça existe. Donc on demande juste à une industrie de se transformer sur quelque chose qu'elle fait déjà, pas du tout disparaître. Je voulais y aller et bon, des messages reçus cette nuit m'ont un peu dissuadé, mais c'est normal, c'est pas un cas isolé et voilà, le droit répondra en temps et en heure. Ça te fait jamais peur, toi, quand t'as des menaces comme ça par rapport à tes combats Bien sûr, mais l'avouer, c'est leur faire croire qu'ils ont une puissance. Donc je préfère garder mon cap et me dire que voilà, on tiendra bon. On a de la chance encore quand même d'être dans une démocratie. Quand je dézoome et que je pense un peu à mes amis qui se battent en Ouganda, par exemple, les répressions sont bien plus grandes. Par contre, il ne faut pas sous-estimer le poids de ces industries pour faire plier les votes politiques à des niveaux qui sont vraiment très très grands. Donc voilà, si on est sérieux sur le sujet, il faut quand même se rendre compte de ça. D'ailleurs, ces entreprises, ces usines qui produisent des PFAS, vous êtes allé à leur rencontre, vous avez essayé d'aller à leur rencontre, et on le voit, vous l'expliquez dans le documentaire, notamment l'entreprise Chemours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre qui a difficilement eu lieu ? Oui. Alors, on a essayé de rentrer en contact avec certains producteurs en fait de PFAS. Donc on s'est dit on voudrait avoir leur argument, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Et en fait, parce qu'il y a une petite chose rapide à comprendre, c'est ce qu'on appelle les substituts regrettables. Moi, quand je suis rentrée dans le sujet, je me suis dit super, waouh, scandale des poêles, PFOA, c'est bon, ça a arrêté, parce que quand je regarde ma poêle, je vois écrit sans PFOA, donc je me dis, ils ont géré le truc, c'est bon. On en parlait tout à l'heure, c'est la petite étiquette où il y a écrit no PFOA. On se dit là, c'est fait. En fait, ce qu'on découvre en creusant un petit peu plus loin, c'est qu'ils ont toujours 5 coups d'avance sur nous, les citoyens, sur les scientifiques, sur les pouvoirs publics. Parce que quand ils changent, en fait, il suffit pour eux de changer une des perles du fameux collier des PFAS, ils gardent une molécule de fluor, ils gardent une molécule de carbone, ils changent juste ce qu'il y a entre les deux. Ils donnent un nouveau nom, c'est un nouveau PFAS, mais celui-ci n'est pas interdit. Et après, il faut des années aux scientifiques pour prouver la toxicité et des années aux pouvoirs publics pour les interdire. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte que il y a plus de PFOA, mais il y avait ce qu'on appelait de l'adona et que c'était pas forcément mieux, c'est juste qu'il fallait longtemps pour prouver que c'était aussi toxique.
scientifique. Donc d'où l'intérêt d'interdire tout le colis, que ce soit bien clair. On s'est dit, on va aller voir les industriels, leur dire, donnez-nous les documents, donnez-nous des informations sur est-ce que c'est dangereux ça ou pas. On les a appelés, on n'a eu aucune réponse, donc on s'est déplacé sur place et on est arrivé, on a un accueil, c'est marqué accueil Quémour, on est arrivé pour poser une question. Une dame est venue nous voir en nous disant, oui, quelqu'un arrive dans 5 minutes. Je me suis dit, c'est tellement facile d'être journaliste en fait d'investigation, Élise Lucet, il suffit de venir et on a la réponse. Évidemment que non. Donc on est arrivé 5 minutes plus tard, c'était très drôle en réalité, parce qu'on c'était buesque comme situation. On a eu 3 camions, ça a duré une demi-heure peut-être, mais pendant 10 minutes, on a eu comme ça successivement des dizaines de policiers qui sont arrivés. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites de bon? On fait un reportage, on était venu demander un rendez-vous à Quémour. On nous a dit que c'était quelqu'un de Quémour qui venait. Bonjour. Et vous êtes qui? Et nous, on est vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît? Ouais. Oui. Les 3. Le but, c'est de faire quoi là aujourd'hui? Là, on a essayé d'appeler l'entreprise pour avoir un rendez-vous. On n'a pas eu de réponse, donc on voulait savoir s'il y avait un accueil pour demander un rendez-vous simplement. Pourquoi vous filmez de l'extérieur? Parce que pour faire des images pour montrer. C'est interdit. Même à l'extérieur? Sur la voie publique? Oui. C'est interdit de filmer sur la publique. Vous avez des trucs? C'est quoi là? C'est je vais vous montrer si vous voulez pour ça. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Dans la dizaine de minutes qui s'écoulent, il y a 2 autres voitures de police qui rejoignent la première. Donc on se retrouve face à 12 policiers. Et ce qu'on n'a pas raconté dans le documentaire, c'est aussi ce qui s'est passé après. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, donc il y a enfin quelqu'un de l'usine qui est descendu, qui nous a dit posez vos questions à l'accueil sans vouloir nous dire qui c'était. On a dit on va partir, on va donner nos questions à l'accueil, très bien. Et puis le policier nous a dit non, vous partez tout de suite, en fait, pas de questions au bout de quelques minutes. Oui. Donc on est parti, on s'est dit très bien, pose pas de questions. On est allé à l'arrêt de bus pour reprendre notre RER et en fait la police est revenue une première fois, nous a demandé l'heure précise de notre train. Et c'est reparti, est revenu une deuxième fois, nous a demandé de vérifier un autre sac. Donc c'était une intimidation assez grande qui n'est pas nouvelle, mais qui montre quand même à quel point ce secret industriel est protégé de l'information. Il y a une question dans le chat, c'est vrai, c'est le pseudo Frank Sinatra qui nous avait posé cette question avant que tu arrives, qui voulait savoir comment est-ce que ton combat face au PFAS est reçu par les partenaires sociaux. Et donc moi je disais qu'il y avait eu notamment un entretien dans l'Humanité avec Sophie Binet. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment est-ce que ce combat il est reçu par les parténaires sociaux? Parce que ce qui est aussi ce qui découle de cette question, c'est la question aussi évidemment des emplois. Bien sûr, qui est fondamentale. Donc les emplois, en fait il faut savoir deux choses, c'est que la proposition de loi, l'idée c'est de dire on interdit les PFAS sur toutes les usages qui sont non essentiels, c'est-à-dire les choses dont on n'a pas besoin et dont il y a déjà des substitutions. C'est-à-dire en gros concrètement, là où on peut faire autrement et où c'est pas vital. Parce qu'il y a aussi des PFAS dans par exemple la médecine. Là on se dit ok, on peut laisser plus de temps à la recherche pour trouver vraiment des substitutions. Les industriels eux-mêmes, par exemple dans le textile, dans les cosmétiques, disent qu'ils sont prêts, qu'ils peuvent changer. Donc, c'est vraiment l'industrie peut être prête. On a juste un petit village résistant de Gaulois qui s'appelle Tefal, donc, et qui a décidé, eux, de dire que branle-bas de combat contre cette chose-là. Alors qu'ils produisent, je répète, déjà des poêles en céramique, des poêles en inox qui sont sans PFAS, sans polluants éternels dedans. Donc, ils ont essayé de maquiller ça en disant que c'était un combat écologie vs social. Nous, on a essayé de montrer la pression qui a été faite sur les employés en disant vous allez perdre leur emploi. Et moi, à leur place, j'aurais fait la même chose. Si on me dit tu vas perdre ton emploi demain à cause de pélos qui sont en train de voter des lois, moi, je serais allée, quoi, évidemment. Donc, rappelez quand même que l'industrie n'a pas le droit de faire ça. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave d'envoyer des ouvriers comme de la chair à canon, comme ça, en leur donnant des fausses informations, qu'on a essayé de débunker avec des scientifiques, mais évidemment, ça prend toujours plus de temps que de dire une bêtise, plutôt que de prouver que c'est une bêtise. Et la dernière chose, c'est que on a donc fait un grand entretien aussi dans l'Humanité avec Sophie Binet. J'en ai parlé pas mal avec des partenaires de la CGT. J'ai eu longuement au téléphone des gens qui travaillent chez Tefal qui ne sont pas d'accord. Et juste pour eux, c'est difficile d'être vocal parce qu'il y a une pression tellement grande, une culture de peur qui s'est installée. Donc nous, on essaie de les accompagner. Et c'est que le début, en fait, cette loi. En réalité, je pense qu'on va essayer de sortir des affaires qui sont assez impressionnantes. C'est ce que nous dit Nadjak 2 dans le chat, ce qui peut se nommer du chantage à l'emploi. C'est totalement du chantage à l'emploi. Je trouve ça aberrant. Et c'est pas nouveau. C'est ce qui s'est passé dans le scandale de l'amiante, par exemple. C'est de dire, si vous ne venez pas à Paris manifester contre cette loi, vous allez perdre vos emplois. Alors qu'en fait, c'est à eux de se dire, comment est-ce que nous, on se transforme pour ne pas continuer à faire des poêles qui donnent le cancer aux gens. Enfin, c'est quand même complètement lunaire quand on y pense, en vrai. Ouais. Je trouve ça fascinant. Avant de poursuivre sur ce sujet, il y a Farozn qui veut interroger aussi ta manière de mener ces combats et qui nous demande, c'est quoi le secret pour mener des combats aussi brillamment ?
Ah bah ça c'est sympa parce que vu le torrent que je me suis pris violent, ça fait du bien On oublie parfois qu'il y a des gens oui, du coup ça doit aussi être compliqué. Comment est-ce que tu fais pour du coup persévérer, mener toujours ces combats malgré les pressions parfois que tu peux recevoir? Très honnêtement, c'est les victoires, c'est tout. C'est ces moments où je me dis, ça sert à quoi quand je vois comment on est... En réalité, les moments où on dézoome, on se dit, mais on est en train, quand il se passe des choses... Parce que là, on peut dire 1/10, évidemment, parce que c'est le principe du lobbying et c'est intéressant de pouvoir travailler aussi dans une forme de discrétion. Mais quand on voit comment on arrive à mettre en branle-bas de combat des multinationales qui reprennent en interne nos arguments, qui font des réunions de crise le week-end de Pâques pour essayer de parler de notre documentaire et de se dire attention à ça, attention à là-dessus, à tout ça, ils n'arrivent pas à contrôler en fait. Parce qu'on a de notre côté quelque chose qui est inarrêtable, je trouve. Pour moi, c'est ce qui est le sens de l'histoire. En fait, de notre côté, nous, tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous qu'on fait les combats. On est payé par personne de secret, on n'a pas d'intérêt privé autre que l'intérêt commun. Et donc ça, c'est quand même l'argument massue. Alors bien sûr, on a moins de pouvoir, moins d'argent, donc c'est plus difficile, ça prend plus de temps. Mais on a quand même de notre côté ça. Donc moi, ce qui me donne beaucoup de force, c'est de voir tous les gens. C'est que c'est une équipe. En réalité, c'est tous les gens qui, jamais on n'arrive pas, c'est pas du tout moi, hein, c'est le fait que les gens répondent. C'est le fait qu'on en parle, c'est que le fait qu'il y ait des employés dans les usines, même qui disent mais oulala, c'est inquiétant. C'est le fait que la population se saisit du sujet et s'en inquiète et demande des comptes à leurs députés. Et on a envoyé plus de 55 000 mails avec une ONG qui s'appelle Génération Future. Et en fait, on voit la réponse des députés qui nous réécrivent, qui sont là, est-ce qu'on peut se voir, tout ça. Mon téléphone n'arrête pas de sonner et je trouve ça fou de voir le pouvoir citoyen qui reste. Donc ça me donne un peu de force quand même. Les victoires politiques, elles se traduisent aussi sur le terrain politique. On va en parler. Juste avant, il y a une question de Franck Sinatra hyper intéressante dans le chat qui nous dit du coup, après PFOA, PFBS, c'est quoi le prochain et comment anticiper le nouveau produit qu'ils vont nous refourguer en changeant une molécule? Eh ben, en fait, on le connaît déjà. Il y en a plus de 14 000 potentiellement même voire beaucoup plus en fait des polluants éternels. Okay. C'est la définition de l'OCDE, hein, c'est pas moi qui fais comme ça au doigt mouillé, donc c'est entre 10, 12 et 14 000, il y a des débats selon ce qu'on dit dans la définition. Mais en fait, on utilise donc chaque industrie, il faut juste comprendre très rapidement, il y en a 5 grosses en France en gros, chacune a leur petit nouveau PFAS à eux, donc ils ont chacun leur petit nom, donc voilà, il y a le 6,2 FTS pour Arkema, il y a l'Adona pour 3M, il y a le Genix aussi pour Chemours et Dupont, et donc en fait à chaque fois ils ont un petit nom, savoir que c'est très difficile d'avoir cette information, c'est très rare qu'ils donnent accès à cette information. On a travaillé pendant pas mal de temps avec des data analystes. Alors moi, je connaissais pas bien ce métier-là, mais c'est des gens qui sont allés chercher dans plein de rapports, dans tous des endroits où il y avait eu des informations qui avaient pu avoir fuité ou des informations qui avaient été publiées, et de faire un tableau pour nous dire, OK, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on connaît en données. Et en fait, il y a très très peu qui sont connus et donnés. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que les industriels ne nous donnent pas accès à ces connaissances-là. On les a quand il y a des procès. Donc, c'est pour ça que les procès sont importants. Quand il y a des procès, que la décision de justice, c'est de dire il faut rendre public les archives, il faut rendre public les données pour que les scientifiques, les journalistes d'investigation, les pouvoirs publics puissent faire leur travail. Et ben là, ça nous aide beaucoup. Donc là, on a dû aller vraiment les chercher à la main et il y a eu un travail de fourmi énorme d'une équipe assez géniale. Et donc on le disait, on va parler d'un petit peu de ces victoires potentielles, en tout cas politiques. Demain arrive à l'Assemblée nationale la proposition de loi de Nicolas Thierry, c'est ça? Absolument, et du groupe écologiste qui est porté par Nicolas Thierry. Et donc il vise à interdire l'usage non essentiel de ces PFAS. Alors, il nous disait dans son interview, qui paraîtra d'ailleurs demain dans Libération, que si elle est votée en l'état, la production, l'importation et l'exportation d'ustensiles de cuisine, de cosmétiques, de farce, on disait le produit pour améliorer la glisse des skis, ou encore de vêtements de tous les jours, seront bannis début 2026. On s'imagine qu'on est demain, après le vote. Ouais. On va s'imaginer 2 scénarios, ton scénario idéal et le scénario redouté, j'imagine. Imaginons que demain, cette proposition de loi, elle n'est pas adoptée. Parce que notamment, on a entendu certains députés macronistes qui commençaient à dire qu'ils ne voulaient peut-être pas voter cette proposition de loi. Ouais. Quelle serait, toi, ta réaction, la réponse que tu leur formulerais si demain, cette proposition de loi, elle n'est pas adoptée? Je pense que c'est une énorme colère. Une énorme colère qui ne sera pas que la mienne. C'est vraiment le début. C'est-à-dire que là, ils ont ouvert une boîte de Pandore. Soit ils montrent que les pouvoirs publics, face à une information qu'ils étaient quand même censés savoir depuis un moment. Pour moi, ce n'est pas des journalistes d'investigation de révéler ça. Hein. Je trouve que c'est un peu grave en démocratie, mais peu importe. C'est quand même très important, génial, on avance. J'aurais pas le luxe du temps de la rancœur. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où chaque député est capable de dire « Bon, mea culpa, on est un peu en retard, on aurait pu saisir du truc plus tôt, mais maintenant on avance de manière sérieuse, on écoute le consensus scientifique, on avance, on protège les Français et les Françaises. » Et ben bingo, on commencera à avancer ensemble, on ira à l'Europe, on ira essayer d'interdire ça dans le monde entier et d'avancer vite pour protéger les gens. On n'aura pas le luxe du temps de la rancœur. Donc si on décide d'être sérieux, on avance et c'est très bien.
Si en revanche, face à tout ce qu'on a pu sortir, face à vraiment la population qui commence à prendre conscience du sujet, on a des députés qui décident de leur plein gré d'écouter des lobbies de la poêle à frire, je pense qu'ils ne sont pas prêts à la colère qui grandit, en fait, et que c'est que le début, et que donc, du coup, on ne les lâchera pas, et qu'ils devront répondre devant l'histoire, devant peut-être des tribunaux un jour, ce qui est passé aux États-Unis, de leur inaction. Parce que leur inaction, elle tue des gens. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et imaginons, à l'inverse, demain, scénario idéal, scénario rêvé, la proposition de loi est votée. Ouais. Quelle serait ta réaction et quelle est du coup la suite du combat? Est-ce que le combat continue? Est-ce que ça veut dire que c'est bon? C'est que le début c'est toujours. Gagné, on est débarrassé? Non. C'est que Qu'est-ce le qui se début passe si demain toujours. la proposition de loi est votée? Eh ben, ça me montrera qu'en fait, on peut avoir confiance et que donc, ça veut dire qu'on peut commencer à travailler sérieusement et qu'on peut aller à l'Europe et qu'en effet, il faut interdire ça au niveau européen. Mais la France a un pouvoir diplomatique super fort. Et il faut qu'on protège là maintenant. On peut couper le robinet. On peut décider de couper le robinet déjà juste pour nous, les citoyens français, tout de suite. Donc, faisons-le. On va pas s'en priver. Et donc, si ça marche en France, déjà, ça va faire... J'ai déjà des Belges qui sont en train de m'écrire. Il y en a des députés d'autres pays qui me disent « Attends, comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça aussi chez nous. Est-ce qu'on peut se tenir au courant ?» Donc, en fait, ça va être un effet boule de neige, donc ils vont devoir suivre. Donc là, c'est juste une boîte de Pandore. Je pense que chaque personne, j'espère en tout cas, qui a entendu parler de ça, elle va avoir envie de creuser et va faire comme moi, va se tomber dans ce vortex et comme plein d'autres avant moi, tomber dans ce vortex des polluants éternels et se dire mais c'est quoi ce délire? Et donc une fois qu'on est dedans, en fait, on devient inarrêtable parce que c'est vraiment un enjeu de santé publique immense. Mais c'est vrai que la réponse de certains députés macronistes, mais pas que, les autres qui pourraient s'opposer du coup à cette proposition de loi, pourraient dire il vaut mieux attendre l'Europe, il faut déjà que ce soit décidé au niveau européen parce que nous, tout seuls, la France, ça sert à rien de lutter. Qu'est-ce que tu leur réponds? Pourquoi est-ce que c'est important de passer déjà à l'échelle nationale? Donc comme ça, on attend que des gens meurent, c'est ça le plan? C'est quoi? Je comprends pas du tout pourquoi. Si votre maison est en train de brûler, vous allez pas dire, alors que vous avez un extincteur dans la chambre, non mais en fait c'est rien, je vais pas arrêter le feu dans la chambre parce que j'aimerais bien qu'on ait un extincteur global qui éteigne d'un coup le feu sur toute la maison. Ça n'a aucun sens, enfin, c'est vraiment un sophisme, ça n'existe pas cet argument. C'est un argument qui est utilisé simplement pour donner raison au lobby de Tefal, vraiment, c'est uniquement pour ça. Donc bien sûr qu'il faut arrêter au niveau européen, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je sais pas si c'est écrit quelque part dans la loi qu'on n'a pas le droit de faire des lois en France si l'Europe ne fait pas les mêmes lois. Au contraire, ça peut envoyer un signal très fort et montrer qu'il faut accélérer. Donc non-argument. On peut protéger des Français, on le fait, c'est tout. C'est ça la responsabilité politique et le courage. Cette question du vote qui arrive demain fait beaucoup réagir dans le chat. Il y a pas mal de questions là-dessus. Il y en a un, par exemple, qui rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, pas le temps de la rancœur, mais c'est pas la première fois que nos députés ne choisissent pas le bien commun. Comment est-ce qu'on les fait plier? Eh bien, mon Dieu, ça c'est une question que je me pose 50 fois par jour en ce moment particulièrement. Donc on essaye. Nous, on fait tout pour. En fait, ne doutez pas d'une chose quand même, c'est que... quand on va les voir en circonscription, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'ils sont censés, à un moment donné, être représentés par nous. Enfin, c'est l'inverse. Ils sont censés nous représenter. Leur légitimité vient uniquement de nous, de leurs élus. Alors, ils l'oublient trop souvent, je suis assez d'accord. Mais de leur rappeler de temps en temps, ça montre quand même une puissance assez grande. C'est assez impressionnant de voir en fait ce que ça peut créer. Si c'est voté en France, est-ce qu'il y a un risque que ce soit invalidé au niveau européen? Une autre question qu'on a dans le chat par Pas du tout, parce que l'Europe est en train de se pencher sur le sujet. Simplement mettre d'accord tout un tas d'États membres, ça met plus de temps. Et la France est souveraine. Enfin, la France est souveraine. Waouh, pas la fatigue est souveraine. C'est la journée qui voilà, la journée est très très longue. On le voit. La France est souveraine. On a le droit de décider qu'on protège nos citoyens et qu'on interdit à nos usines sur notre territoire de le faire et qu'on interdit d'importer des produits qui donnent le cancer à notre population. Vraiment, c'est pas vrai que l'Europe va empêcher quoi que ce soit. Au contraire, l'Europe est en train de se pencher sur le sujet. Mais c'est un processus beaucoup plus long. On ne pourra pas avoir de résultats avant de nombreuses années. Et pendant toutes ces années, c'est des kilos de PFAS qui sont émis dans l'atmosphère, dans les eaux et donc dans notre corps. Donc en fait, c'est ça qui joue, c'est tout. On peut se dire, on peut faire. Et une dernière chose, il y a 3 petits points dans cette loi. Il y a les interdictions sectorielles, mais il y a aussi l'idée de faire des tests d'eau. Donc c'est-à-dire que c'est donner la possibilité aux agences locales, en gros, de tester l'eau et donc de savoir à quel point la population française est contaminée. Parce que là, ce n'est pas testé. Il faut savoir que c'est pas du tout obligatoire. Donc, c'est testé très rarement quand il y a des préfectures près des usines ou alors, et qui décident de le faire d'elles-mêmes, ou alors quand il y a des journalistes d'investigation qui le font. Mais ce n'est pas testé. Donc, il faut qu'on sache à quel point on est contaminé, si notre eau est potable ou pas, parce que c'est comme ça qu'il s'agit. Et la dernière chose, c'est aussi faire payer ceux qui ont pollué pendant des années. C'est-à-dire les fameuses usines et leur dire, c'est vous, on va faire une taxe pour que
à chaque fois que vous émettiez des PFAS, vous devez payer une taxe pour que nous on utilise ce fonds pour ensuite pouvoir payer la dépollution, parce que c'est pas à nous les pouvoirs publics, et donc ça veut dire concrètement nous les gens avec nos impôts, de payer la pollution que vous avez mis pendant des années. Himself dans le chat qui demande également quel est ton pronostic demain quant à la possibilité que le vote passe. Là on s'en rapproche, tu es ancien, tu as des retours aussi de certains députés, on imagine. Comment est-ce que... Pour être très honnête, je change d'avis toutes les 2 minutes, et là... En regardant le téléphone pendant le bug, j'ai vu, c'est hallucinant ce qui se passe. Donc je ne sais pas dans quel sens. Je pense dans le mauvais. Donc non, ça change vraiment toutes les 2 minutes 30. Et donc c'est pour ça que là, jusqu'à demain matin, en fait, tout se joue. Donc il faut vraiment maintenir la pression très très grande. Je pense que, oui, c'est ça que je veux dire. C'est juste que vous n'imaginez pas le pouvoir que ça a, le poids que ça a, la mobilisation citoyenne dessus. Donc continuez vraiment, si vous voulez, si vous soutenez cette idée, continuez à nous soutenir, parce qu'en fait, ça change vraiment. Et d'ailleurs, pour te donner peut-être aussi un peu de force, Frank Sinatra dans le chat qui posait beaucoup de questions depuis tout à l'heure nous dit: Camille, vous incarnez si bien la lutte, on vous remercie d'être là merci pour Frank, j'adorais, peut-être sûrement aussi bien que le vrai Frank Sinatra, mais c'est marrant de voir ça de Frank Sinatra, je veux dire. Pour parler aussi également des États-Unis, parce que donc on le disait, le combat face au PFAS a été démocratisé aussi là-bas aux États-Unis, notamment par la voix de Robert Bilott, donc cet avocat qui s'est saisi un petit peu de cette problématique en premier, en tout cas qui en a fait parler en Occident. On le voit dans le documentaire, vous l'avez interrogé, Robert Bilott, vous vous êtes entretenu avec lui, avec Solal Moisan. Qu'est-ce qui vous a appris de son combat à lui, que vous avez pu récupérer aussi et utiliser pour votre combat à vous, ici en France? Tout, parce qu'en fait, c'était au tout début qu'on l'a rencontré. Donc moi, j'étais là en disant mais du coup, c'est quoi les poils, PFAS? Vraiment, j'étais au tout début du sujet. Donc lui, il nous a fait gagner beaucoup de temps. Déjà, mis en relation aussi avec... j'ai pu être mis en relation avec certains chercheurs aux États-Unis qui sont plus avancés sur les sujets parce qu'ils ont des moyens, parce que le scandale a éclaté plus tôt. Donc j'en ai pu en parler avec des gens qui travaillent à Harvard notamment. Donc ça, et oui, et aussi l'élan, parce que cet homme a une capacité complètement dingue. En fait, son histoire est folle, parce que lui, c'est pas un activiste écolo du tout. Lui, il travaillait à la base pour l'industrie chimique pendant des années. Son but, c'était justement, au contraire, de travailler pour l'industrie chimique pour défendre des molécules chimiques. Et c'est parce que sa grand-mère lui a dit: oui, dans notre village d'enfance, il y a un petit gars, un paysan, qui a un truc bizarre qui se passe avec ses vaches, il faudrait que tu ailles voir, il va un avocat. Et lui a dit: oui, mais tu sais bien, grand-mère, que c'est pas mon sujet. Enfin, moi, je suis pour l'industrie, je travaille pour eux, je suis pas avocat de paysan, comme ça, c'est pas mon domaine, quoi. Et il a fini par plier parce que les grand-mères sont fortes. Donc, il l'a rencontré et en fait, il a mis la main sur un scandale de santé publique énorme. Donc, c'était assez fou de voir que voilà, c'est vraiment Robert Bilott, avocat, très sérieux. Enfin, c'est pas le premier militant comme on peut l'avoir, c'est pas nous, quoi. Donc, c'était drôle de se dire: ok, on est un truc qui est un peu sérieux quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont une légitimité plus grande, malheureusement, qu'une jeune femme dans l'espace public, qui le disent. Et donc voilà, on n'invente rien. Avant de poursuivre sur l'exemple des États-Unis, qui est important et intéressant aussi pour comprendre tous les enjeux qui sont les nôtres ici en France et en Europe, on a une autre question de ce fameux Frank Sinatra, très actif dans le chat, qui nous demande, et c'est vrai que c'est intéressant, on parlait tout à l'heure du coup du vote à l'échelle nationale en France. On parlait aussi de l'importance que ça pouvait avoir pour insuffler aussi un espèce de vent en cette faveur à l'échelle européenne. Et donc, il nous demande, là, dans quelques mois, il y a les européennes qui arrivent, pour qui il faut voter pour aller dans le sens de ce que tu défends. Il nous demandait, alors on imagine que tu vas peut-être pas nous le dire, pour qui est-ce que toi tu voterais Non, je ne voudrais pas prendre nos générations pour faire ça. En tout cas, ce que je peux dire et ce que nous on va faire, c'est aussi de regarder. Il y a pas mal d'ONG qui publient. Je trouve que la meilleure chose, en fait, c'est de regarder les actes. Et ce qui tombe bien dans le sujet européen, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui se représentent et en fait, on peut regarder les votes. Moi, je le vois quand je passe du temps au Parlement européen en faisant du lobbying, en allant... le lobbying, c'est juste aller voir des députés pour les alerter d'un sujet, en fait. Et d'y aller avec des scientifiques et d'essayer de se battre pour que ça avance. C'est juste ça. Et donc, je vois aussi, en fait, ce qui se passe derrière les paroles. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les votes. Il y a pas mal d'ONG qui le publient en disant, par exemple, l'ONG Bloom sur les océans, elle attribue une note globale en disant, sur tel sujet, voilà ce qu'ils ont voté pendant le mandat précédent. Donc, je trouve que c'est la meilleure manière sur laquelle s'appuyer, c'est de regarder si, oui ou non, il y a eu une concordance entre leurs paroles et le fait qu'ils ont été présents, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont pu voter, faire des votes qui vont dans le sens des idées qu'on défend. Pour en revenir à l'exemple des États-Unis, l'avocat Robert Bilott, ce qu'il explique, c'est que déjà, ça a mis beaucoup de temps à imprégner l'espace public, cette question, cette problématique des PFAS, et que voilà, en effet, on en parlait, les industries qui utilisent ces substances chimiques ont vraiment contre-attaqué pour essayer de ne pas faire interdire ces produits chimiques. Est-ce qu'il se passe sur ces deux axes, la même chose en France ? Et comment tu l'expliques déjà aussi et surtout que ça mette autant de temps à imprégner l'opinion publique et la société ?
Ça, c'est assez fou et inexplicable. Peut-être, je dirais, si on dézoome, c'est aussi cette... on parle d'infobésité parfois. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent et tellement on est dans une forme de brouhaha continu avec parfois tellement peu d'informations intéressantes et importantes en réalité qui sortent. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est ce que je trouve le plus beau dans ce que j'essaie de faire dans mon quotidien. Ce qui me fascine le plus, c'est de me dire, waouh, en fait, il y a des choses où j'ai des scientifiques, des journalistes d'investigation, des gens qui m'alertent d'un scandale et je me dis, mais comment ça se fait? Alors que des fois, c'est sûr, il y a un travail sur les polluants éternels. Ça a été, il y a des journalistes d'investigation, Émilie Rousseau par exemple, Stéphane Aurel au Monde, qui ont travaillé. Il y a Vert d'orage avec Martin Bourdeau qui ont travaillé dessus. Donc il y a des gens qui ont déjà relevé ces scandales, mais ça date d'il y a 5 ans maximum. Et donc déjà, c'est en retard par rapport aux États-Unis. Et même aux États-Unis, ça a pris beaucoup trop de temps. En fait, juste on rappelle que c'est utilisé depuis les années 30. Ça fait plus de 70 ans, ça va bientôt, peut-être bientôt fêter les 100 ans des PFAS. Et pourquoi est-ce que ça sort que maintenant, quoi? Donc là, bon, ça c'est une question, mais l'enjeu pour moi, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait pour que ça prenne. Maintenant, on peut se dire, c'est quand même complètement fou comment ils ont réussi à étouffer le scandale, mais une fois que le scandale sort, il faut vraiment qu'on compte sur les gens aussi pour maintenir la pression et pas que les rédactions se disent, bon bah voilà, c'est un petit sujet d'un moment et puis on passe à autre chose. Non, c'est vraiment l'amiante de notre génération. Donc tant que c'est pas interdit, tant qu'on n'est pas protégé de ça, il va falloir continuer à en faire un sujet. Et là, ce qui est génial, pour le coup, c'est qu'on a plein de journalistes qui commencent à dire, mais attendez, on va mettre notre service d'investigation dessus, notre service enquête dessus, des gens qui nous écrivent. Donc moi, j'ai pas mal de témoignages de gens qui ont travaillé pour l'industrie qui me disent, donc moi, je sais pas trop quoi en faire tout le temps, je suis un peu submergée par ça, donc je l'envoie aussi à des journalistes d'investigation. Donc là, on commence à s'organiser, c'est ce qui fait peur à l'industrie, je pense. Alors, il y a certains pays en Europe qui sont sortis de ces PFAS. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les bons exemples aussi qu'on pourrait suivre, nous, la France? Il y a le Danemark, par exemple, qui a décidé d'interdire en 2020 sur les emballages plastiques. L'Union européenne s'est penchée vraiment sur le sujet, là, ça va arriver. Ça, d'ailleurs, c'est pas dans la proposition de loi de Nicolas Thierry, les emballages alimentaires, ça a été retiré. Ça s'appelle du compromis, je pense. Ouais. Et après, l'Europe, en réalité, travaille déjà dessus. Ça doit être interdit au niveau européen l'année prochaine. Tout va bien. Alors après, tant que c'est jamais fait, moi, je suis jamais... tant qu'on n'est pas sûr, je vois là leur capacité à très vite retourner des votes, donc j'attends quand même de voir. Mais oui, non, le Danemark, par exemple, l'ont interdit dans les emballages plastiques et ils vivent très bien. Ils arrivent encore à manger. Les Danois, je crois, ils en sont pas morts. Donc bon, ça montre que ça peut marcher. La Nouvelle-Zélande aussi, pendant qu'on travaillait, l'ont interdit. Je crois que c'est dans les cosmétiques. Aux États-Unis, ça avance aussi. Donc il y a certains États qui l'ont interdit. Donc ça peut se faire. Bon, eh bien, les exemples existent. Réponse demain quant à ce que fera la France avec cette proposition de loi qui arrive à l'Assemblée nationale, qui a été initiée par Nicolas Thierry. Tu es venu nous en parler, Camille, ce soir ici dans le Twitch de Libération. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Ton marathon continue. Il a déjà commencé ce matin, il continue encore aujourd'hui, puisque tu défends et tu essayes d'en parler un petit peu dans les différents médias. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu avec nous. Merci le chat d'avoir aussi joué le jeu avec nous pour toutes ces questions. On espère avoir répondu à toutes les questions que vous posiez. Pas de panique si vous en avez encore d'autres. On va tout de suite libérer Camille qui doit partir et nous on continue ensemble le stream un petit peu pour terminer ce sujet. On se retrouve dans quelques petits instants. Merci encore Camille. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt, à demain en tout cas, et puis regardez la fameuse enquête, j'ai hâte de lire l'article qui va sortir dans l'IB. Ça sera la une demain de Libération, on en parle tout de suite, on fait une petite pause et on se rejoint à tout de suite.